L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin avec le professeur David Kofiaza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, et également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère, au Nord. Bonjour à vous, professeur David Kofiaza. Bonjour. Merci d'être là ce matin, merci d'avoir effectué le sacrifice. Je suis en compagnie de Billy Gaïlaïbi pour cet entretien. Bonjour à nouveau, Billy Gaïlaïbi. Merci d'être là. Le professeur David Kofiaza, vous avez suivi tout à l'heure dans les coulisses le panel de discussion de ce matin. On parle de l'impact de la sexualité sur les finances, hommes ou femmes poisseux. Qu'est-ce que vous en pensez d'entre deux jeux? Bon, il faut dire que c'est un problème, pour ne pas dire un phénomène, un peu complexe parce que dans un premier temps, il y a l'interaction énergétique qui se produit au niveau du rapport sexuel entre un homme et une femme parce que quand le rapport est fait et s'il n'est pas protégé, cela met en connexion les vibrations énergétiques de l'homme et de la femme qui, au fait, opèrent une mutation ou un transbordement d'énergie. Alors, il y a des énergies qui sont incompatibles à d'autres. C'est comme le phénomène du groupe sanguin où A incompatible à B ou B incompatible à C, ainsi de suite. Donc, au niveau de l'acte sexuel, dès que l'homme et la femme entrent en contact, les deux échangent leurs énergies. Au cas où l'énergie que l'homme reçoit est incompatible et l'incompatibilité se retrouve au niveau des finances, c'est qu'il aura des conséquences au niveau de ses finances. C'est la même chose que pour la femme. Mais si l'incompatibilité se retrouve au niveau de la santé de l'homme se trouve être perturbée, y compris également celle de la femme. Donc ça dépend de la forme d'expression que va prendre l'énergie qui sera échangée d'un côté comme de l'autre. Professeur, qu'est-ce qu'on peut recommander aux uns et aux autres pour éviter d'amasser les énergies négatives d'un partenaire, parfois, je ne sais pas, d'un moment à l'autre, d'un partenaire pour un jour ou pour toujours, pour éviter d'amasser ces énergies négatives? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Il faut être prudent dans ses conquêtes. Oui, il faut être présent dans cette conquête. Comme le dit en fond, Zumuiton la Timbiwa, c'est que celui qui va en brousse ne touche pas tous les arbres, parce qu'il y a des arbres qui sont épineux. Ce n'est pas toutes les conquêtes qu'il faut forcément chercher à remporter, parce qu'il y en a d'épineux. J'aimerais aussi demander, avant qu'on aille dans l'autre sujet, est-ce qu'il y en a qui naissent poisseux? Ils naissent poisseux ou bien ils le deviennent? Non. C'est souvent dû à quoi? Personne n'est né poisseux. C'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs phénomènes. Premièrement, il y a des femmes ou des hommes qui sont sous des influences données. Soit à partir de leur naissance, ils sont influencés par des divinités, et cette divinité-là les considère peut-être comme leur patrimoine, et quelqu'un qui s'y va, la divinité peut agir. Il y a par exemple des enfants qui sont nés de façon, je dirais, douteuse, c'est-à-dire que c'est l'expression de Pierre, mais au bout du rôle, la grossesse a été attribuée à Jacques, et l'enfant est né, et on lui a fait les cérémonies familiale d'une autre famille. Et là, le sang ne répond pas. Ça veut dire que
de façon permanente, son sang sera en réaction négative. Et cette réaction négative va forcément s'abattre sur l'accouplement avec une autre femme. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte au fait. On peut peut-être, par exemple, être né jumeau et être de pères différents. Ben ouais. C'est pour ça, c'est encore une autre parenthèse là que vous ouvrez. Tout à l'heure, vous avez parlé j'ai des petites questions avant qu'on tombe sur d'autres sujets. Vous avez parlé de rapport protégé. Est-ce que lorsque le rapport est protégé, est-ce qu'il réduit un peu les charges? Il n'y a pas de charge parce qu'il n'y a pas d'échange énergétique. Donc, quand le rapport est protégé, donc, il y a rien. On est protégé, il n'y a pas de conséquences. Voilà. Au plan spirituel, il n'y a rien. Wow. C'est comme si ça n'a jamais existé. Moi, j'ai souvent entendu, on me dit souvent que tu te protèges ou pas. Comme vous êtes des êtres aussi spirituels, que la capote ou le préservatif n'empêche pas le contact de vos âmes. Le contact ne peut pas être établi. Ah, d'accord. Tant qu'il n'y a pas échange de liquide séminal, le contact ne peut pas être établi. Donc, il n'y a aucun impact au plan spirituel à ce niveau-là. Merci de le préciser. Alors, tout à l'heure, on parlait de hommes ou femmes poisseux. Alors, est-ce qu'on ne devient pas poisseux après avoir peut-être subi ou exécuté certaines choses qui nous abattent courant notre vie? Il y a beaucoup de choses. On a transgressé des lois de la nature qui, à un moment donné, font que de nous, des personnes, lorsque nous sommes dans quelque chose, ça ne doit marcher jamais. Lorsque nous sommes proches de quelqu'un, ça ne doit marcher jamais. Je vais peut-être vous choquer. Une simple transfusion sanguine peut vous rendre poisseux. Oh là là. Parce que vous recevez le sang de quelqu'un qui, entre-temps, était sous influence négative. Et dès que vous recevez ça, ça vous poursuit. La transfusion sanguine a des conséquences spirituelles énormes. Parce que si l'individu, par exemple, a fait des promesses à une divinité, ou a fait un pacte avec une divinité, un pacte négatif avec une divinité, et que vous recevez son sang, c'est que vous êtes partie intégrante de ce pacte-là. Ça veut dire que vous devez aussi honorer. On va vous dire, vous êtes perturbé par telle divinité, ou bien vous devez à telle divinité. Dit, je n'ai jamais fait une promesse à une divinité. Mais c'est que vous avez reçu le sang, puisque les entités nous identifient pas avec nos noms, ni nos formes physiques, mais à travers le sang que nous portons. Sur cette terre, je vais vous dire une vérité, et souvent les autorités du ministère de la Santé n'aiment pas que je sorte ça. Il n'y a aucun sang sur cette terre qui soit compatible à un autre sang. Le fait de groupe sanguin là, c'est du pipeau. C'est parce que c'est tolérable par le corps. Mais aucun sang n'est identique pour être injecté à quelqu'un d'autre. C'est comme les empreintes digitales, vous dites? C'est comme les empreintes digitales, c'est individuel. Mais selon la science des médecins, Parce que c'est juste tolérable. C'est parce que c'est tolérable. C'est parce que c'est tolérable, mais aucun sang n'est identique. Quand on va fouiller un à un et on va sortir les cellules un à un, aucun sang sur cette terre n'est identique à un autre sang. N'est identique à un autre sang. Alors, une dernière question, peut-être pour finir avec ce sujet-là. On parle d'hommes poisseux, de femmes poisseux. Le sexe, quel est l'impact que cela doit avoir normalement sur l'éclosion sociale, sur la prospérité? C'est beaucoup, c'est grand. Mais avant qu'on en arrive là, il faudrait que la fidélité de la femme depuis la première relation sexuelle soit établie sur des années. Voilà. Dès que la fidélité de la femme est établie depuis la première relation sexuelle. Parce que généralement, il y a une erreur qu'on fait. On se dit, comme il ne m'avait pas encore doté, je ne suis pas encore sous son toit, il ne s'est rien passé. Même si on chose les choses à l'extérieur, on se dit c'est acceptable parce que il ne m'a pas encore doté. Non. Depuis le jour où vous avez établi le premier contrat sexuel, le premier échange énergétique, c'est que le lien est scellé dans l'invisible. Si ce premier rapport n'est pas protégé, le lien est scellé dans l'invisible. Donc même si 6 mois après, 1 an ou 2 ans après, il vous dote et vous ramène chez lui, vous avez commis l'adultère. Si avant les 6 mois ou les 1 an, on a rompu un temps et certainement l'un comme l'autre ne pensait plus refaire la vie ensemble, ne pensait plus s'unir. Si vous vous remettez ensemble, vous avez commis l'adultère. Si c'est ça, ça veut dire que chez vous, les prêtres, les grands, il faut aller faire certains rituels avant. Il faut aller à l'expiation. Parce que vous savez, quand vous avez une relation sexuelle avec un homme, les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours.
Est-ce que le rapport sexuel n'est pas protégé? Il faut toujours le préciser. Oui, donc c'est pas protégé. Les énergies de l'homme restent en vous pendant 90 jours. Donc, vous avez 90 jours. Il y en a de nos sœurs qui ont peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 90 en elles. Parce que en 3 mois, il y a des filles parfois qui sont très actives, professeur David Kofi Azar. Et c'est là où ça peut être également source de poisse pour l'homme. Parce qu'une femme qui reçoit plusieurs charges durant 90 jours plusieurs énergies, au bout du rouleau, il y a un conflit énergétique qui se crée au niveau de son vagin. Donc, les énergies s'affrontent. Donc, si un homme vient sans protection, c'est qu'il les chope et ça va commencer par le ronger. Mais parfois, cette confrontation peut lui être profitable sur des plans données. Non, ça n'a jamais été profitable à l'homme. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. C'est tout négatif. C'est toujours corrosif. Donc, le mieux, c'est pour ça que dans la tradition, quand un homme décède et que la femme est encore jeune, on oblige la femme à faire un veuvage de 3 mois. Durant ces 3 mois, si elle était enceinte, on aura le temps de remarquer. D'accord. Durant ces 3 mois, les énergies du mari défunt seraient déjà dissipées. Mais il faut également rappeler que les énergies d'un défunt est plus dangereuse qu'un homme qui vit encore. Donc, attention à ceux qui touchent aux femmes, alors, d'autrui. Pour conclure, peut-être, il faut dire que le sexe, comment il faut prendre le sexe en général? Le sexe, c'est une bonne chose. C'est pas bon. C'est un danger. Vous savez, c'est un plaisir, c'est juste. Une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Je ne peux pas dire que le sexe est négatif, je ne peux pas dire que le sexe est positif, mais ce que je sais, le sexe est redoutable. Dans tous les sens. Il faut parfois prier quand on est en train de faire l'amour. C'est le meilleur moment. Pour prier. Merci. Le meilleur moment sur cette terre pour prier, c'est au moment où vous faites le rapport sexuel. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas dans les synagogues. C'est un moment où, non, je suis sincère, je suis très sérieux. Peu importe la personne à qui vous avez affaire. Là, je parle d'une certaine sincérité, d'une fidélité de la femme envers l'homme. Voilà. Quand la femme est fidèle envers son homme, l'homme, à chaque relation sexuelle, doit pouvoir profiter pour faire des vœux. Et la femme? Et là, c'est pas un rapport social protégé. Mais la femme aussi. Alors, là, c'est pas un rapport social protégé. Oui, il faut que ça soit pas protégé. Alors, professeur David Kofi, là, pour finir tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as évoqué, par exemple, le phénomène des femmes en menstrue. Est-ce que, très rapidement, on peut brosser pour nous ce que cela symbolise? Lorsqu'une femme est en menstrue, quelles sont les prédispositions que l'homme doit prendre? Est-ce qu'il peut arriver parfois que l'on recommande à un homme d'aller au rapport sexuel avec une femme en menstrue? Peut-être à la quête de quelque chose? La seule raison qui peut pousser peut-être un initié à recommander à un homme d'avoir une relation sexuelle avec une femme en menstrue, et là il faut que cette relation soit non protégée pour produire l'effet voulu, c'est de désenvoûter l'homme. Voilà. Si l'homme est sous l'emprise d'une puissance matricielle et qu'on a tout fait et qu'on n'a pas pu le délivrer, il faudrait qu'il entretienne. Je ne dis pas pour encourager les gens à le faire, parce que c'est très dangereux. Puisque pendant que la femme procède à cette épuration cyclique, il y a des énergies passives qui sortent d'elle. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Et ces énergies passives-là ont une puissance de destruction sur tout ce qui est source d'énergie, tant positive que négative. Donc, si l'homme est sous l'emprise d'une puissance matricielle, donc en un mot, pour être beaucoup plus vulgaire, sous l'emprise d'une forte sorcellerie, et qu'on n'arrive pas à le délivrer, s'il entretient une relation sexuelle avec une femme menstruée, ça va le libérer automatiquement. Une femme menstruée s'accompagne. Ça peut s'accompagner, sa petite amie. Mais est-ce que ça n'a pas de répercussions sur la femme elle-même de délivrer quelqu'un qui est envoûté par une grosse sorcellerie ou quelque chose comme ça? Aucune répercussion. Elle n'a aucun problème, elle est protégée. Aucun souci, elle est protégée. D'accord. Mais après, il faut que l'homme se purifie. Quand même, on va répondre à cette assertion qui est sur toutes les lèvres, la plupart du temps, on estime que lorsque vous couchez avec une femme en menstruée régulièrement, vous êtes préservé des accidents de la route ou de tout ce qui peut amener votre sang à couler. C'est une hérésie spirituelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Alors, au contraire, vous êtes exposé. Au contraire, merci pour cette précision. Naya Gotimé, qui est-elle? Billy Labi, il est à vous. Professeur, on aborde à présent le sujet
prévu avec vous. On va parler de Nayé Agontimé, mère du légendaire roi Gézo de Dahomey, puisque la jeune génération et beaucoup d'autres personnes ne la connaissent pas vraiment. Et on entend quand même, on a peu entendu parler d'elle. Je me permets tout simplement de vous demander d'abord qui est Nayé Agontimé et comment peut-on la décrire? Nayé Agontimé, c'est une merveilleuse femme, hein, d'ailleurs une très belle femme, avec des rondeurs. Avec des rondeurs évidemment, une hanche généreuse et une très forte poitrine. Et je rappelle qu'à 18 ans, elle a été enrôlée dans l'armée des Amazones. À l'époque, ce n'était pas encore les Agouji, on les appelait les Minons. Elle a été enrôlée à 18 ans et elle a fait ses preuves. On l'a envoyée au régiment des Agbadibé. Agbadibé, c'est les services secrets, c'est les agents secrets que le royaume envoyait dans les royaumes environnants pour avoir des informations, dont séduire les notables et recueillir les informations. Donc, elle a été enrôlée et elle a été envoyée en mission et de retour de sa mission, elle est venue rendre compte directement au roi Agonglo. De sa mission, le roi l'a observé. Mais quand même, ça c'est de la chair. Le roi a décidé de mettre fin à sa mission et puis bon, elle est restée au palais. Il a épousé. Il a épousé. C'était en 1794. Et bon, un an après, elle a sorti un joli bébé de rapport de mission. Mais avant le fruit de cette union entre le roi et Nayé Agontimé, quel était son rôle dans le palais en tant que femme? Elle n'avait aucun rôle dans le palais. En fait, elle est militaire, en fait. Oui, elle est militaire. Donc, elle était là, tranquillement, quand on l'avait envoyée en mission. Et du retour de la mission, elle devait rendre compte directement au roi. Donc, elle est juste devenue épouse du roi. Oui, quand elle a rendu compte au roi, le roi dit, mais cette rondeur, on ne peut pas laisser passer. Il faut qu'elle reste là. Reste dans le palais. Dans la complétion de sa mission. Voilà, que quelqu'un d'autre. Voilà. On parle de Nayé. Pourquoi Nayé? Pourquoi pas Na ou Na? Nayé, au fait, c'est un nom honorifique attribué aux reines-mères. Et là, il faut forcément être mère et épouse du roi. C'est les deux conditions. En fait, mère du roi et épouse du roi pour être Nayé. Mais quand on parle de Na, ce sont les prêtresses. Non, Na, ce sont... pardon, parce qu'il y a Na et Na. Maintenant, Na, c'est la princesse. C'est forcément la fille du roi. Voilà, tout ça. Donc, la princesse, c'est Na. Voilà, c'est Na. Mais par contre, la femme du roi, si elle n'est pas encore mère du roi, elle est appelée Tata. Elle est appelée Tata. Ok. La femme du roi est appelée Tata. Mais quand elle devient maintenant mère de roi ou de prince héritier, elle porte le nom Nayé. Maintenant, le nom Na, c'est porté par des prêtresses. Ça n'a rien à voir avec la royauté, mais ça a tout à voir avec la spiritualité, avec la tradition. Voilà. Maintenant, à côté, on parle également des Tassinon ou des Taïnon et autres. Voilà. Mais il a été dit que, si je ne me trompe pas, en tout cas d'après fouille sur le net, que Nayé Agontimé a joué aussi un rôle spirituel dans la vie du fruit de son amour et de son union, qui est le roi Gézo, né de son union avec le roi Agonglo. Oui, elle a joué Quel est ce rôle-là? Elle a joué un rôle spirituel. Parce qu'il faut rappeler que, en principe aujourd'hui, si on doit parler par exemple, des Amazones, après Tassirambé, qui a créé l'armée féminine en 1708, la deuxième personne à qui il faut faire référence, c'est Nayé Agontimé. Mais son rôle n'est pas resté que militaire. Vous savez que son fils Gakpé, qui est devenu plus tard Gézo, avait 3 ans quand son mari est décédé. Donc, elle a juste fait 4 ans avec le roi Agonglo. Donc, elle était encore très jeune quand son mari est décédé. Et le nouveau régent, qui est un des fils de son mari, qui est Marogougou, qui est devenu plus tard dans 2 ans, a décidé de ne pas laisser ce patrimoine de son père partir, donc a voulu choisir les choses avec elle. Elle a permis? Non, elle a refusé. Elle a été catégorique, elle a refusé de choisir les choses avec Marogougou. Dans ce cas, fâché, le nouveau roi a décidé de la vendre.
Est-ce que c'est pas aussi parce qu'elle était une menace pour lui? Elle représentait une menace. Non, c'est son fils qui représentait une menace pour lui. Donc, le nouveau monarque se disait, en mettant la main sur la maman, il peut contrôler le fils qui est le prince héritier légitime. Mais la mère n'a pas voulu parce qu'elle savait, mais elle appartenait à l'ordre des Minona, qu'on appelait à l'époque Yami Choronga. Au fait, Néagotimel est de Tenji, mais son origine c'est le royaume d'Oyo. C'est des Nago, en fait. C'est des Yoruba qui se sont établis sur toute la plaine d'Abomey, avant même l'arrivée même des princes. Donc, elle avait une puissance occulte avérée. Elle est initiée à Dan, elle est Dansi. Elle est initiée à Dan. Donc, ce rôle-là qu'elle a commencé par jouer auprès de Adanosan n'a pas porté, n'a pas duré parce que 3 ou 4 ans après, Agongolo est parti. Quand Adanosan est venu, elle n'a pas voulu se mettre avec le nouveau roi, qui est le fils de son ex-mari. Et là, Adanosan l'a vendu et elle est partie. Elle a vendu à qui? Elle a vendu, il a remis à Don Francisco Félix de Souza pour la vendre au négrier. Félix de Souza, sachant que c'est la mère du prince héritier, a décidé de l'envoyer à Salvador de Bahia. Et c'est là elle est partie. Et le roi Guézo a été caché à Porto Seguro. Mais il se dit que ce n'était pas forcément Nayé Abotimé qui a été déporté par le roi Dondozan. Oui. Pendant son règne, il paraît qu'il y en avait d'autres qui étaient déportés. Mais on dit que ce n'était pas elle, que c'était une autre femme. Non, c'était elle. Elle est partie avec beaucoup d'autres femmes. D'accord. Elle est partie avec ses acolytes, elle est partie avec... et elles sont toutes parties à Salvador de Bahia. Elles ont été installées. Les preuves historiques existent. Et même jusqu'à aujourd'hui, les Brésiliens ont toujours mis quelqu'un sur son trône. Seulement qu'elle a vécu 20 ans là-bas, 20 ans, 21 ans là-bas. Il paraît qu'elle a été retrouvée après. Elle a été retrouvée à l'arrivée de son fils. Le fils a demandé à ce qu'on la ramène. Et donc, Francisco Félix de Souza est reparti à Salvador de Bahia pour aller la récupérer. Elle a été échangée. On a déposé 41 femmes et 41 hommes là-bas pour qu'elle soit ramenée. Et parmi les femmes qui sont parties, on a choisi une qui la ressemble physiquement pour aller sur le trône et elle est revenue. Mais entre-temps, en partant, elle est partie avec beaucoup de divinités du Dahomey. Lesquelles? Oui, celle qui l'a remplacée. Non, elle-même. Parce qu'elle a laissé l'héritage elle a laissé ça au Brésil. Oui. Elle est partie avec les divinités que nous avons, le Nesoué, le Sakbata, le Toroso, le Dan. Elle est partie avec. Malheureusement, elle était une reine mère, donc elle avait de l'espace. Quand elle est partie là-bas, elle n'a pas trouvé de l'espace. On l'a juste donné une petite portion. Donc, elle n'a pas suffisamment d'espace pour installer toutes les divinités. Donc, le peu de surface qu'elle avait, elle a tout mis, elle a dû tout mettre ensemble pour dire aux divinités, je n'ai pas d'espace pour vous installer, je vais réunir toutes vos cordes ici. Donc, quand et c'est comme ça qu'elle a commencé par vénérer les divinités ensemble et elle les a baptisées Candomblé. Et c'est ça qu'elle a fait pendant plus de 20 ans avant qu'on la ramène. Donc, en voulant revenir au Dahomey, elle a laissé cette divinité là-bas et les autres ont continué par la vénérer sous le nom de Candomblé. Mais Candomblé, plus tard, c'est devenu Candomblé. Et aujourd'hui, cette religion est présente en dehors du Brésil. Elle est présente en Uruguay, en Paraguay, en Argentine, au Pérou, au Cuba, un peu partout en Amérique latine. Et maintenant, c'est dans l'Europe. Et même au niveau de l'Europe de l'Est, c'est ça, c'est un peu partout. On l'appelait Cogito. Cogito, en fait, c'est un nom qui est attribué à toute reine ou à toute femme qui met au monde au roi. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les divinités qui composent le Candomblé? Oui. Quelles sont les divinités qui composent la déca divine. C'est-à-dire les divinités de base que nous avons. Parce qu'avant, les divinités connaissent qu'il y a aujourd'hui, telles que les troncs, le diagli, les cocos, sont venus après le XXe siècle. Donc, après 1900. Mais avant, on avait uniquement et exclusivement la déca divine. La déca divine, c'est Bokoleba qui est l'éclaireur. La première divinité qui suit, c'est Segbolissa, qui est rattaché à Dieu le Père. Et après, Norminona, qui est rattaché à l'énergie matricielle de l'humanité. Nous avons maintenant Sakpata, nous avons Torosu, nous avons Dan, nous avons Reviso, nous avons Gou, nous avons Rojo, nous avons Loko. Donc, voilà. C'est cette déca divine-là qui a été matérialisée et c'est devenu Candomblé. En fait, c'est les 10 divinités de base que nous avons qui venaient comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit énergétique? Non, puisque au fait,
à l'intérieur des divinités, au niveau des divinités, il n'y a pas de conflit en leur sein. Ils sont liés. Ils sont liés. Ils se côtoient, ils conversent comme les humains. Mais bien sûr, ils sont très en harmonie. Mais il faut reconnaître qu'il y a des divinités qui consomment certaines choses que d'autres n'acceptent pas. Donc, normalement, ils ne devaient pas, tous ne devaient pas être ensemble. Par exemple, le secrétaire peut consommer de la boisson forte. De l'alcool. Mais le dent ne supporte pas, à moins que le dent soit reprogrammé pour ça. Le taureau ne supporte pas, à moins que ce taureau soit reprogrammé sur ça. Goût ne supporte pas, à moins qu'il soit reprogrammé pour ça. Même les gars ne supportent pas l'alcool. Mais pourtant, on lui donne de l'alcool pour les citer négativement. Pour qu'ils fassent la guerre. Ben oui, évidemment. J'aimerais demander à Abdelkader, après, dès qu'elle est revenue, dès qu'elle a été rapatriée auprès de son fils devenu roi, je suppose, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a cherché à se venger de ceux qui ont permis à ce qu'elle soit rapatriée? Quel a été son rôle auprès de son fils? Comment est-ce qu'elle l'a poussé, je ne sais pas, à être le légendaire roi qu'on connaît, dont on parle aujourd'hui? La première des choses, il faut souligner, elle n'a jamais voulu se venger. Elle ne s'est jamais vengée d'ailleurs. Mais quand elle est revenue, elle a décidé de se remettre à nouveau au service de la royauté, comme elle avait commencé, et en peu de temps, Agongolo est parti. Et en se remettant au service de la royauté, la première des choses qu'elle a eu à faire, c'est de restructurer l'ordre des Minona auquel elle appartenait. Et a demandé à ce que, pour mieux protéger les femmes désormais, il faut les isoler. Et elle a demandé à son fils d'autoriser que ces femmes-là soient installées ou soient confiées au roi de Savalou. Donc c'était le roi de Savalou qui a pris en charge l'ordre des Minona et les a installées derrière le palais royal. Elles sont là jusqu'à aujourd'hui, hein. Oui, mais pourquoi précisément le roi de Savalou? Pourquoi ce choix? Le roi de Savalou avait une entente depuis Dakodonou avec la royauté d'ici. Okay. Parce que le roi de Savalou, au fait, est de Huawei en réalité. Donc c'est de Huawei qu'il est parti pour aller fonder Savalou. Donc ils ont gardé ce lien-là et c'est le seul royaume avec qui le royaume de Dahomey avait plus confiance. C'est pour ça qu'on les a envoyés là-bas. Maintenant, après, elle a décidé de restructurer également l'armée des femmes à laquelle elle appartenait au niveau du régiment des Agbadjigbeto, donc des services secrets. Et c'est ça, puisque au moment où Adanos est venu, pendant ces 21 ans, l'armée a complètement sombré. Parce qu'il a fait sa loi. Voilà, et tout ça, parce que, lui, il dit qu'il n'a pas besoin de femmes pour pouvoir faire la guerre et tout ça. Donc, l'armée a complètement sombré. Donc, quand Naya Gotime est revenue, elle a repris d'abord les anciennes qui étaient encore en mesure d'aller au front, et elle a porté le nombre de l'armée à 4700. Elle a ramené le nombre à 4700. Mais il faut dire que c'est 3 régiments. Il y a les soldats qui vont au front, il y a les agents secrets et il y a les Hunukon. Les Hunukon, en fait, c'est des agodiers qui produisaient des amulettes magiques, des tabliers. Qui s'occupaient de l'aspect de l'aspect spirituel. Oui. Donc, qui protégeaient celles qui vont au front. Et la Badjibreto renseignait celles qui vont au front. Donc, elle a restructuré tout ça là. Ils ont reçu suffisamment de moyens. De nouveaux camps militaires ont été construits sous Guézo. Mais par exemple, le camp de Gbada, par exemple, qui est dans la vallée de Lomé, c'est Guézo qui a construit ça pour les Amazones. Et les militaires occupent ça aujourd'hui. Donc, beaucoup de camps, même notre camp Guézo ici, c'était un camp que les Dahoméens avaient utilisé pour faire la guerre. C'était les femmes principalement qui avaient utilisé. Tellement ils ont construit des camps pour les femmes que pour aller au front, les femmes recevaient les hommes dans leur camp. Pour aller au front. Donc, en dehors de ça, elle les a professionnalisés, Naya Gontime. Puis après, elles ont reçu des uniformes. Avec l'appui de Don Francisco Félix de Souza, elles avaient eu beaucoup d'armes. À l'époque, des armes modernes. Oui. À l'époque. Et avec l'appui de Adjavon, ils avaient eu des canons, suivant des canons modernes de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était des armes modernes. Et elles ont fait beaucoup d'expéditions sous Guézo. Et il faut reconnaître également que Naya Gontime, c'est la femme qui a été aux côtés de son fils, pas seulement comme mère, mais comme conseillère. Principale conseillère. C'est elle qui l'a amené en forêt. Et quand on initiait Guézo, elle est restée
parce que les femmes ne rentrent pas dans la forêt. Mais elle était là. Elle était là, elle est restée à côté de la forêt jusqu'à ce que son fils soit initié. Et quand le signe du fils est sorti, elle a compris le signe. C'est elle qui a, par exemple, ordonné à ce que chaque enfant qui naît, pour enterrer le placenta, il faut planter un palmier à huile dessus. Et avec ces réformes agraires qu'elle a eu à opérer aux côtés de son fils, pendant leur règne, Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Donc, elle a fait beaucoup de choses, mais on a l'impression que son nom a commencé par disparaître, pour ne pas dire que ça a disparu complètement. Or, quand elle est revenue, Guézo lui a fait construire un palais à Tenji et lui a créé un marché à côté qu'on appelle Akodejiro, pour dire, si quelqu'un veut, n'a qu'à venir. Si quelqu'un ne veut pas, tant pis. Mais c'est ouvert à qui? C'est ouvert à tout le monde, à qui il veut. Mais j'aimerais savoir, pourquoi le nom de la reine a disparu? Est-ce que c'est à cause de nos histoires ici au Bénin ou de patriarcat? Est-ce que c'est ça qui a fait disparaître ce nom-là en quelque sorte? Ça me fait penser quand même à la religion catholique où la mère de Jésus ont pris Marie, mais dans d'autres religions comme peut-être, excusez-moi, les églises évangéliques, on la considère comme une pécheresse. On dit que elle n'est pas à compter. Est-ce que c'est pas un truc comme ça je ne sais pas, qui est arrivé après? On se dit que bon, comme c'est pas elle elle n'est pas le roi, c'est juste elle qui a enfanté le roi, elle n'a pas forcément sa place dans l'histoire. Il faut dire que beaucoup ne voyaient pas d'un bon œil la présence de Naya Gontimé aux côtés de son fils Guézo. Parce qu'elle représentait une menace? Non pas une menace, mais c'est parce qu'elle empêchait les notables d'Abomey de manipuler son fils. Puisqu'elle connaissait la royauté. Oui. D'abord pour avoir été dans l'armée et pour avoir servi la royauté aux côtés de son mari, de son ex-mari. Donc, elle maîtrisait bien la royauté. Donc, on ne voulait pas d'elle parce qu'elle empêchait les notables de bouffer en quelque sorte. Parce qu'elle voulait éviter à son fils de subir certaines conséquences. Exactement. Mais la preuve est que quand elle est partie en 1830, je crois, 1840, quelques temps après, son fils a été assassiné. Ça, beaucoup ne le disent pas. Guézo a été assassiné à 64 ans. Il est mort très jeune. Mais il avait déjà fait 40 ans de règne avant d'être assassiné. Alors, David Kofi Aza, quel est l'héritage spirituel que l'on laisse aujourd'hui Naya Gontimé au Bénin? L'héritage spirituel au Bénin, c'est l'ordre des Minona. C'est son œuvre. Les Amazones. Non. Bon, avant, ils portaient le nom Minon. Oui. Mais après, ils sont devenus Agodjié. C'est plus tard qu'on les a baptisés à Amazon. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle de l'ordre des Minona. C'est l'ordre sacré des Minona. Aujourd'hui, c'est le fruit de Naya Gontimé. C'est elle qui a réformé cet ordre-là. Tel qu'elle a fait au niveau du Brésil, ou de Salvador de Bahia, pour Candomblé. Elle a fait également ça pour l'ordre des Minona. Mais il faut dire que à plusieurs reprises, l'ordre a sombré et on a posé à sa résurgence. Mais aujourd'hui, je crois que ça fonctionne. Et son héritage, c'est au nord aujourd'hui. C'est au nord d'aujourd'hui. Authentique et universel ordre de la reine. Est-ce qu'en dehors du nord, il est possible encore de donner naissance ou de réveiller encore cet ordre ou bien... Mais l'ordre de réveil, c'est l'ordre qui s'appelle au nord, authentique et universel ordre de la reine mère. Non, je ne refuse pas. Je parle de physiquement. Bon, c'est vrai, il n'y a plus de guerre entre royautés et tout ça. Oui. Mais est-ce qu'on peut physiquement matérialiser ça? Moi, je pense qu'on peut physiquement matérialiser. À défaut, par exemple, de redonner un certain nombre de considérations, peut-être au niveau de l'armée béninoise. Moi, je pense que, par exemple, on peut consacrer une troupe en son honneur, une troupe féminine en son honneur qui va porter son nom, ou une promotion au niveau de Prytanée militaire, une promotion de jeunes filles qui va porter effectivement son nom. Mais moi, je pense qu'il fallait beaucoup plus loin parce que son palais que le roi Guézo, son fils, lui a fait construire à Tenji, est toujours là. Oui. Donc, on peut réhabiliter, par exemple, ce palais. Et le serpent, puis c'est les Dansi. Et son dent a été également érigé par le roi Guézo. Et le dent qu'on appelle l'Odoba est toujours à l'intérieur du palais. On peut réhabiliter également l'hôtel de ce dent et en faire un grand temple. Parce que c'est l'un des dents les plus anciens du royaume. Parce que ça date de 1820. Un dent vivant. Non, une divinité. La divinité voilà. dent. Donc ça date de 1820. Donc un dent de 1820 aujourd'hui, qu'on rétablit, on peut encore en tirer beaucoup de choses.
Et maintenant, pourquoi pas ne pas faire une effigie en son honneur, comme le monument des Amazones, par exemple, fait en son honneur à l'intérieur ou à l'entrée même du palais pour l'immortaliser, parce que c'est une femme qu'il mérite, parce que tant spirituellement que militairement, elle a apporté beaucoup. David Kofi Azal, l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord, c'est une initiative de votre feu père. Oui. Aujourd'hui, comment cet héritage-là est pérennisé? Cet héritage est pérennisé. À l'entrée, quelle était l'idée derrière l'initiative et quelle en est de cet héritage aujourd'hui? L'idée derrière l'initiative, c'est quoi? C'est de capitaliser davantage. Parce que après la chute de la dynastie en 1900, l'ordre des Millonnats s'est éclaté. Et chaque groupe, des groupes ont été constitués un peu partout sur le territoire national. Or, tout cet ordre-là était l'œuvre de Naya Gontimé. Donc, à la chute de la dynastie, chacun est parti de son côté. La soif de l'indépendance, de l'autonomie a pris le dessus et des groupes ont été constitués un peu partout. Donc, l'initiative, c'est de refédérer tous ces groupes-là et de récupérer toutes ces connaissances-là. Parce que chacun est parti avec un fragment de connaissances que Naya Gontimé avait laissé. Donc, c'est de refédérer tout cela en un seul bloc à nouveau et de ramener toutes ces connaissances-là qui étaient entre-temps éparpillées après la dislocation de la dynastie royale d'Abomey. Donc, c'était l'objectif au départ. L'objectif a été atteint parce que beaucoup de groupes ont rallié la fédération. Ils sont venus, ils ont laissé leurs connaissances. Les connaissances sont restées et nous sommes aujourd'hui en train de léguer progressivement, de transmettre progressivement ces connaissances-là à de véritables et dignes successeurs. Alors, ces connaissances sont liées à quoi? Ces connaissances sont liées à la maternité. Parce que le régiment des Runukon était spécialisé dans la maternité et donc assistait les femmes pour l'accouchement et tout ça. Ce sont elles qu'on a appelé plus tard les matrones. Donc c'est lié à la maternité, c'est lié à la haute connaissance que nous appelons vulgairement aujourd'hui avec une certaine indifférence à la sorcellerie. C'est lié également à tout ce qui concerne les divinités, parce que l'un des rôles que jouaient les Runukon à l'époque, c'était de transmettre la connaissance pour les nouveaux initiés de la divinité. Donc, quoi qu'en soit le vaudou qu'on a, il y a toujours un Runukon qui est là pour transmettre la connaissance, pour transmettre le savoir, pour transmettre la puissance aux nouveaux initiés. Donc, tous ces paramètres-là sont restés et sont en train d'être restructurés pour être transmis. Vous parliez de groupes disloqués tout à l'heure. Permettez-moi de demander, c'est peut-être une question bête, hein. C'est quoi? Les personnes qui en faisaient partie ou les membres? C'est des individus qui faisaient partie de l'ensemble. Enfin, c'était un grand ensemble dirigé par C'était pas forcément des initiés? C'était forcément des initiés. Parce des Hunon? Non, à l'époque, voilà, à l'époque même, on ne connaissait pas les Hunon. Le mot Hunon a commencé très récemment. Avant, on parlait des Rumbonon. Avant 1645, on parlait des Rumbonon pour désigner les Vaudounon. Même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines régions, les gens continuent de parler de Rumbonon. Rumbonon, au fait, parce que le Vaudou est considéré comme un Rumbo, donc un beau du sang. C'est en 1645 que Rubadia a changé le nom pour dire Rumbo Yahweh Imbo de Voton. C'est-à-dire que le Rumbo là, c'est un Yahweh qui est entièrement à part. Donc c'est ça qu'on appelle Yahweh Voton, qui est devenu Vaudou. Ok. Et Runon, aujourd'hui, c'est venu avec l'avènement de Tron, de Diagli, de Mami, après 1900. Donc, il faut forcément être un initié. Un initié de l'ordre des Millonnats pour appartenir à ces groupes-là. En fait, c'est des groupes qui travaillent sur le bien-être matériel et financier de l'individu, sur l'épanouissement de l'homme, sur la reproduction humaine. En fait, c'est des groupes de connaissances, au fait. C'est des écoles, en un mot. Donc, une femme aussi peut... Oui, effectivement. Et en réalité, au fait, c'est un milieu essentiellement dominé par la femme. Parce qu'au sommet, c'est toujours une femme qui est en tête. Même si on utilise les hommes pour diriger. Alors, dernière question pour finir. Quel est le gain que l'on obtient lorsqu'on est membre de cet ordre-là? C'est de bénéficier de ces connaissances millénaires que nous ont laissé successivement les grandes et les braves femmes qui ont dirigé cet ordre-là, et surtout en l'occurrence Naya Gontimé, qui a capitalisé une très belle expérience, d'abord au Brésil, puis après ici. C'est de bénéficier également des mots de puissance, des paroles perdues, des puissances qui avaient servi la royauté et qui avaient servi la dignité de l'ordre des Millonnats,
qui sont à la disposition de l'ordre. On peut en bénéficier compte tenu de son évolution à l'intérieur de la parce que l'ordre est hiérarchisé au fait. Merci à vous, David Kofi Azza, pour ces divers enseignements, également cette plongée dans l'histoire du Dahomey. Merci une fois encore à vous, Billy Laebi. Merci d'avoir conduit avec moi cet entretien. Chers amis internautes, voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Vous retrouverez demain pour l'exercice Nasrine Fatoumbi. On se retrouvera notamment pour la une des journaux. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.